route pour les 24 heures. Un podcast Le Maine Libre, Ouest France et Sweet FM. Jonathan Latteur. Salut à tous, on ne se quitte plus après le prologue au Qatar, on se retrouve juste après l'ouverture du WEC, le championnat du monde d'endurance, et surtout la publication de la liste des 24 heures du Mans, la liste officielle des engagés. On va la débriefer ensemble avec Guillaume Nedelec de Ouest France. Salut Guillaume. Bonjour. Et Marc Moreau du Maine Libre. Bonjour. Salut Marc. Salut. Messieurs, vous avez regardé le Qatar de près, j'imagine, vous avez suivi tout ça. On va débriefer dans la deuxième partie du podcast parce qu'on a plus chaud, on a du pain plus chaud sur la planche. On a la liste des engagés des 24 heures du Mans. Elle est officielle depuis ce lundi. On publie ce podcast le jour même. Là, on est réactif. C'est bon ça. Hein. Ouais, là, on peut pas aller plus vite. Là. On est bien sur l'info là. Ouais, c'est un arrêt au stand très très rapide. C'est un pit stop réussi. Le splash and dash. Alors, la liste avec les 3 points pour chacun que vous avez définis. On va revenir là-dessus. Marc, tu veux parler de Lamborghini, des Sartois, de Théo Pourchaire. Guillaume, un petit peu déçu, tu vas nous dire pourquoi de cette liste. Cadillac aussi, puis Porsche. Et donc dans un second temps, on parlera du Qatar. Marc, on commence avec toi. Peut-être donc l'absence de Lamborghini, ça t'a marqué ? Ça m'a marqué, effectivement, on en parlait un petit peu avec Guillaume juste avant. C'était prévisible. Il me rappelait un point de règlement avec justesse qu'il fallait participer à 2 manches du WEC avant pour être dans la fenêtre de performance, pour que ce soit calculé avec la BOP. Ils n'y étaient pas, évidemment. Ils ne sont plus qu'en IMSA, le championnat d'endurance américain. Donc c'était prévisible. Après, on peut pas dire qu'elle a marqué de son empreinte l'édition 2023 l'année passée. Hein. Ça a quand même été pas fou, même s'ils avaient terminé avec une des deux ou peut-être les deux, je sais plus si les deux avaient terminé, en tout cas avec les deux. Mais bon, c'était un constructeur en plus, un constructeur connu du grand public, ça pouvait ramener un petit peu aussi de fame encore plus à ce plateau. C'est plus pour ça que je suis un peu déçu de pas les voir. Après, sur l'ensemble de la saison l'année dernière, c'était tellement décevant que c'est pas d'un point de vue forcément sportif que je suis déçu, plus d'un point de vue un constructeur en moins. En fait. Ça brillait, la voiture, j'ai toujours trouvé qu'elle était plutôt belle. C'est vrai qu'elle était belle. Après, moi ce qui m'impressionne surtout, c'est les moyens qu'ils avaient pu mettre on va dire pour le spectacle, un petit peu l'énorme écran qu'il pouvait y avoir, notamment dans le paddock, ça représentait un investissement colossal. Alors c'était plus Iron Lynx que Lamborghini, on en a déjà parlé ici, mais l'équipe qui exploitait la voiture, mais voilà, d'un coup ne faire qu'un one shot comme ça juste l'année dernière, c'est d'une part relativement étonnant et je trouve un petit peu décevant pour le public qui, Lamborghini ça parle quand même quoi. À tout le monde, donc c'était ma petite déception, même si je m'y attendais. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu, quoi. Guillaume, toi t'es un peu déçu, mais pour d'autres raisons. Alors moi je suis un peu déçu parce qu'il manque un petit côté explosif dans cette liste des engagés. Les 2 dernières années, on s'était dit ah ouais, il va y avoir 3 Porsche, ou il y avait le coup des Cadillac où on savait pas trop si il y aurait 2 Cadillac officiels ou une seule. Là c'est un petit peu ce à quoi on s'attendait. Voilà. C'est mon côté un peu déçu. Il manque le one more thing, quoi. C'est ça. Et puis bon, après, j'aurais aimé avoir un tout petit peu plus de surprise dans la catégorie GT. J'avoue que l'année dernière, elle m'a bien convaincu, cette catégorie. J'aurais aimé en voir un petit peu plus. Alors peut-être que je suis influencé par la finale de ce qu'on a vu sur le Qatar, on y reviendra tout à l'heure. Mais je me dis que j'aurais aimé voir peut-être 3 McLaren, voir un peu plus de ces autos-là et un tout petit peu moins d'Oreca. Après, il est important aussi de faire attention aux équipes amateurs. C'est tout un débat qu'on a eu hors antenne juste avant de commencer sur le niveau et le fait qu'il faut aussi protéger les écuries privées. Donc je le comprends. C'est très pragmatique comme choix qui ont été faits, mais il manque le petit côté un peu explosif, on va dire ça. On n'a pas aussi cette équipe, je pense qu'elle a pu être Glickenhaus par exemple, un peu pas trop de budget, on sent bien que les pilotes sont investis, que la mécanique faut pas abîmer trop, voilà, il y avait un côté petit pousset, c'était la Coupe de France, ça c'est fini ça. Bah là, quand on regarde le plateau Hypercar, là, je vois pas de petits poussets. Ce serait éventuellement Aston Martin parce que c'est leur première année, mais bon, c'est un petit pousset quand même de il qualité. est bien le petit pousset. Moi, c'est l'équipe B du PSG, quoi. Ça joue quand même pas mal, quoi. Oui, c'est vrai. Et puis surtout, Glickenhaus avait une cote de popularité énorme. Alors, ça fait déjà 2 ans ça va faire 2 ans qu'ils ne sont plus au Mans. On avait déjà parlé de la déception que ça pouvait être l'an passé, mais il y avait l'année dernière Isotta Fraschini on s'est beaucoup moqué d'eux quand même, mais il y a un côté attachant. Ouais, il y a un côté un peu attachant. Alors peut-être moins qu'avec Glickenhaus, parce que bon, déjà ça faisait moins longtemps qu'ils étaient là et puis les performances étaient pas au rendez-vous, à la différence de Glickenhaus, qui était certes loin en termes de chrono pur, mais c'était la seule écurie, je crois, sur le championnat WEC de 2023 qui avait fini avec ces 2 voitures à chaque fois.
si je me trompe pas. Au Mans, en tout cas, ouais. Au Mans, ils ont toujours terminé, avec des très bons résultats à chaque fois, ouais. Donc, certes, sur la vitesse pure, et puis évidemment le budget qui est décisif en auto, il n'était pas là, mais en termes de popularité et puis de fiabilité, c'était un peu l'endurance d'antan. Vous avez des portières bien solide. Oui, Aston Martin les a appelés juste après le Qatar d'ailleurs. Ouais. Pour avoir d'autres exemples. Ils sont pas appelés Ferrari par contre. Non. Ils ont réussi à la fermer, c'est bon. C'était eux qui avaient pas réussi à fermer. Il y avait la Porsche aussi, je crois. À Spa qui fermait plus. Mais c'est le cordon rouge, et il tirait. C'était Nilgiani, ouais. Et non, mais ça montre aussi que il y a un besoin de. Aujourd'hui, le niveau est tellement élevé que être tout petit, c'est très compliqué, ou en tout cas, il faut avoir des super assises, et ça vous démontre aussi la qualité du plateau à l'heure actuelle. Est-ce que c'est choquant si on dit cette catégorie LMP2, il y a 17 voitures, à quoi elle sert en fait ? Elle sert à protéger, alors elle sert à mettre en avant aussi les jeunes pilotes, les pilotes amateurs malgré tout, qui sont hyper importants dans l'écosystème de l'endurance aujourd'hui, et puis aussi des écuries permettent de passer le cap, on va dire, du prototype, enfin découvrir correctement le prototype pour ensuite monter en hypercar. Il y a notamment dans cette catégorie la numéro 75, la deuxième voiture d'Idexport. Il s'en cache pas, hein, c'est l'écurie Genesis qui est en train de se préparer pour l'année prochaine quand ils seront à LMDH. Donc voilà, c'est un excellent apprentissage. C'est, on va dire, le bon endroit pour pouvoir faire ses preuves et espérer monter en hypercar, même si on sait que les voitures sont infiniment plus complexe et infiniment plus cher à faire rouler. Mais pour le grand public, Marc, c'est tous les mêmes modèles de châssis, de moteurs, c'est compliqué de s'identifier. Bah oui, de toute façon, c'est que des Oreca maintenant. Et c'est aussi peut-être ça qui peut sembler un point déceptif, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de concurrence en termes de voitures différentes, de châssis différents. Alors déjà, visuellement, ce sont les mêmes, hormis la décoration. Donc c'est ça, oui, qui est décevant, c'est 17 mêmes voitures. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de BOP en LMP2, donc c'est exactement les mêmes voitures. Il n'y a que le pilotage et le réglage fait par les équipes qui comptent, ou presque. Et ça, c'est le côté vraiment le gros plus de la catégorie, je trouve. C'est que là, on voit vraiment qui va faire les meilleurs choix, en fait, et prendre les meilleurs risques au meilleur moment. C'est évidemment aussi le cas en GT et en hypercar, mais il y a cette BOP dont on parle parfois, qui régule tout ça, mais oui, voilà, vous couperez le montage. Ouais, on coupe, évidemment. mais elle n'existe pas en LMP2, donc ça c'est intéressant. Et puis je rejoins Guillaume sur ce qu'il a dit sur l'espèce de tremplin que ça peut être. C'est ce qu'avait dit Nicolas Mignation l'an passé, qui est à l'équipe, tu vas m'aider peut-être. Idexport, voilà, justement. Il m'avait dit, voilà, elle doit servir de tremplin. Mais on aura peut-être envie de voir plus de GT mais 17, et moins de LMP2, quoi. Peut-être voilà. un petit 17, peu. En fait, c'était très bien quand il y avait un plateau hypercar qui était un peu moins important ou un plateau GT qui était moins diversifié. Là, en fait, on arrive peut-être un petit peu au bout de cette catégorie. On sait que les voitures vont être remplacées en 2027. Ouais. Ça reste des voitures de très bonne qualité. C'est prolongé quand même un peu plus chaque année à chaque fois. Hein, parce qu'on là, clairement, je crois que le règlement 2027 c'est entériné. Okay. Hein. Pour moi, les P2, elles auront fait à 10 ans, tout simplement. À l'horizon 2027. Mais à l'horizon, plus on avance, plus il recule. Guillaume, tu voulais parler de Lamborghini, non pas de Lamborghini, on l'a fait avec Marc, de Cadillac précisément. Cadillac, alors moi j'aime beaucoup cette voiture, je trouve qu'elle est très charismatique, elle est jolie à la base, elle fait un super bruit. Elle freine bien ? Elle freine plutôt bien, mais quand on prévient les autres derrière, quoi. Voilà. On y reviendra sur ça. Il y a eu une belle foirade, hein, on peut le dire. Au Qatar. Au Qatar, ça a été un peu la cata. Pas les airbags, ta cata, pour la refaire, hein, on resserre les blagues. Évidemment. Non, je trouve que... Alors, il y aura évidemment les 2 voitures du Team Jota, si elles ne se rendent pas dedans. Et puis, il y aura 2 autres Cadillac au cas où. Il y aura celle de Wayne Taylor Racing. Ouais, ça tire à balles réelles. Cadillac de Wayne Taylor Racing, ça c'est la super histoire, je trouve, de cette liste des engagés. Wayne Taylor, c'est une écurie aux États-Unis qui est très performante, qui a gagné Daytona plusieurs fois, Sebring également. Wayne Taylor, c'est un pilote qui était chez Courage Compétition dans les années 90, qui a ensuite été pilote Cadillac officiel quand ils sont venus la première fois aux 24 heures du Mans en 2000. Et il a fondé son équipe. Il a 2 fils qui sont très rapides, Jordan, Ricky. Jordan, on le connaît pour faire un peu la comédie dans le paddock avec son personnage Rodney Sandstorm. Qui parodie les fans de sport auto aux États-Unis notamment. Okay. Et c'est 2 pilotes très sympathiques. Et ils seront tous ensemble aux 24 heures du Mans. Donc aventure familiale. C'est ça. Et avec Felipe Albuquerque, qui lui est un pilote portugais qui est très rapide. Il a enfin sa chance en hypercar. Donc dans l'absolu, c'est une voiture que j'ai vraiment envie de voir rouler. Et puis la Cadillac Action Express Racing qu'on connaît au centenaire pour avoir tapé le mur au premier tour. La première voiture qui s'est fait surprendre sous l'eau et qui sera une nouvelle fois présente. C'est une voiture aussi qui est très rapide avec une équipe qui a fait ses preuves depuis 3 ans
saison, en tout cas avec cette voiture. Et non, ça me fait plaisir de voir autant de Cadillac. Je pense que ça peut être leur année. Mais si cette équipe prend le mur au premier tour une nouvelle fois et que sur le restart les deux Cadillac se tapent dedans, là c'est la pression sur Wayne Taylor. Ouais, il en reste plus qu'une. Marc, toi tu voulais qu'on s'intéresse aux pilotes engagés et il y a un Français qu'on aurait pu voir en Formule 1 qui va débuter en endurance. Et je pense qu'il l'aurait peut-être préféré, en tout cas dans ce début, non, c'est plus un début de carrière pour lui, mais dans cette carrière, il aurait d'abord préféré passer par la F1 que par l'endurance. Mais voilà, à quoi sert la LMP2 ? C'est aussi avoir Théo Pourchaire, avoir un volant aux 24 heures. Il est pilote réserve chez Peugeot en hypercar. Donc normalement, il ne roulera pas avec Peugeot si tout se passe comme prévu pour l'écurie française. Donc il sera en LMP2 avec Algarve Pro Racing, c'est le numéro 25, je crois. Tout à fait. C'est ça, parfait. Donc on va l'adopter un petit peu parce qu'on y reviendra peut-être après, mais on n'a que 2 Sartois, on va dire... qui viennent du département sur cette liste-là. Mais Théo Pourchaire, il a été formé à la FFSA Academy au Mans. C'est un pilote champion du monde de Formule 2. Et donc, voilà, il aurait certainement préféré avoir un bac en F1. Ça n'a pas été le cas. Il a fait un passage très court en IndyCar. Je pense que Le Mans était aussi dans sa liste de sa carrière, mais peut-être pas tout de suite. Mais nous, en tout cas, on est super contents de l'avoir. Enfin, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle de l'avoir. Il va aussi pouvoir se montrer une nouvelle fois. On sait que c'est un pilote très rapide et très compétent. Et je pense qu'il est très content de faire Le Mans. Il l'avait dit dans une conférence de presse un peu en début d'année avec Peugeot. Il est très content de se lancer dans l'endurance. Voilà, il y a toujours cette petite flamme, je pense, en lui et puis en nous qui aimerait le voir en F1. Ça va être très compliqué, mais de le voir au Mans pour une première, tant mieux. Moi, je suis content aussi. C'est un vrai showman en plus. Je pense qu'au pesage, il va se faire plaisir. Ouais, je pense vraiment, il faudra, pour le public français, ça peut être un nouveau chouchou. Parce qu'il sait faire avec le public, il est tout le temps souriant, il est ravi. Il faudra qu'il fasse attention à ne pas se faire prendre par le raz-de-marée qui est les 24 heures du Mans, mais je pense qu'il est bien entouré. Puis chez Peugeot, on va lui rappeler aussi qu'il faut faire attention. En tout cas, c'est vraiment une bonne nouvelle, ça. On est hypé. On a été par totalement. la présence de ce pilote. Les Sartois, effectivement, Marc, il n'y en a que 2 au départ pour l'instant, parce qu'il reste des baquets libres, voilà, mais ça sent il y a de moins en moins de Sartois au départ des 24 heures. Oui, il y en avait déjà eu 2 l'année passée, les mêmes. Sébastien Bourdet sur la Cadillac en hypercar et Arnaud Robin. Il est Sarto-américain, quand même. Oui, voilà. oui, il est Sartois, mais il est Sarto. Il y a Sarto dedans. et Arnaud Robin qui est Sartois aussi en GT avec Lexus, qui a fait une super course au Qatar. On pourra peut-être y revenir très rapidement, mais il a fait une super course, c'est encourageant. Oui, et puis normalement, il y avait aussi Julien Canal en 2022. Il était déjà pas l'année dernière. Ça s'annonce compliqué pour cette année pour lui aux 24 heures du Mans. C'est pas mort à 100%, mais ça va être très compliqué d'avoir un volant. Vous avez vu qu'il lançait son team Canal avec ses enfants. Avec ses enfants, ouais. Je pense qu'il est passé à, il est peut-être passé à un autre cap, Julien. Ouais, je pense que c'est ce qui expliquera le fait que ça va être difficile, notamment d'avoir des budgets partout à un moment. Et puis même, il nous avait expliqué il y a un an tout pile, à la même annonce de cette liste des engagés, que les prix devenaient complètement démentiels. Il nous avait bien expliqué comment fonctionnait l'écosystème aussi des 24 heures du Mans et de l'endurance, et que il y a un moment où on peut pas payer non plus. Je crois qu'il nous évoquait 500 000 euros pour un baquet en GT3. Juste pour le Mans. Il disait même 1 million pour la saison, mais c'est évidemment beaucoup trop. Il m'avait dit quand j'ai rencontré justement officiel de la Team Canal qu'il aurait pu, il peut encore faire Le Mans, mais il va se mettre sur la paille entre guillemets. C'est un peu l'expression, quoi. Il faut savoir s'arrêter au bout. Voilà, c'est ça. En fait, en ce moment, c'est tout simplement trop cher. Le ratio prix participation que au Mans est trop cher, donc. On vous met pas la vidéo dans le coin droit ici, mais vous pouvez sur YouTube, Guillaume. Tu sais, le pouce bleu. Voilà, le pouce bleu. Et puis le pouce bleu, l'abonnement. Mais allez retrouver la vidéo de l'an dernier avec Guillaume qui me regarde avec des grands yeux comme ça. Non, la vidéo n'est pas là-bas dans le studio. Condition du direct. Là, on peut le dire, on vous ment pas. Non, mais allez retrouver cette vidéo parce que l'interview l'année dernière, en fait, il y avait beaucoup de transparence dans le discours de Julien Canal. C'était très intéressant. Bon, voilà, deux Sartois. Et puis sinon, c'était Maxime Robin qui avait été là et qui pour l'instant n'est pas là. Travailler, ça va être compliqué. Mais bon, officiellement pour le moment, il y en a 2. Alors bon, c'est pas très grave, on va dire 3 si on adopte Théo Pourchaire, mais bon, c'est pas le principal, mais bon, nous on est content d'en voir à chaque fois, quoi. Effectivement. Allez, on termine sur un autre pilote attendu chez Porsche. Il y a un complément qui va se faire. Tu avais parlé, Guillaume, de Vettel.
finalement, ce sera pas lui? Ce sera probablement pas lui. En tout cas, ça penche plutôt vers Pascal Wehrlein, qui un ancien de F1, mais qui a pas tout à fait le même palmarès. Voilà, il a fait un peu Manor, Ouais. il a fait un peu de Formule 1 aussi. C'est un pilote qui a une bonne réputation, qui travaille, qui est studieux. Il parle un peu français aussi, Pascal Wehrlein. C'est vraiment un gars super sympa que j'ai pu rencontrer en Formule 1. Et il risque probablement d'avoir sa chance. Pourquoi ? C'est le même enjeu en fait que l'année dernière. Porsche n'a pas gagné Le Mans l'an dernier. Ils veulent gagner. Là, c'est clair, c'est l'objectif. Et donc, on prend pas les risques. Sébastien Vettel, il faudrait qu'il fasse quelques courses en amont. Ça me paraît compliqué aujourd'hui de le faire venir juste sur les 24 heures du Mans, surtout si la marque veut gagner. Donc, on va plutôt aller se mettre vers un pilote aujourd'hui qui est en activité, qui est quand même un des plus rapides aujourd'hui en Formule 1. Enfin, c'est une référence. Donc, de ce que je comprends, Porsche va être plutôt raisonable aussi. Encore une fois, quand on voit le niveau aujourd'hui en endurance, on peut pas se permettre d'arriver comme ça les mains dans les poches. Et là, les anciens de F1, on va passer là-dessus, mais justement, Jenson Button, pour l'instant, il donne pas entière satisfaction non plus. Donc, Vettel, ça fait un moment qu'il a pas piloté. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas piloté régulièrement, Button un peu plus, et c'est un risque aussi à prendre. Et est-ce que pour quelle motivation également parce qu'on voit qu'en ce moment il passe son diplôme pour être reconnu pour gérer des exploitations agricoles. Donc il a peut-être aussi d'autres priorités en ce moment que de venir piloter. Je pense que de toute façon, et c'était ce qu'on s'était dit sur un des précédents podcasts, quand on arrête, c'est difficile de se remettre vraiment dedans et d'avoir l'esprit de gagne tout de suite. Massey Ferguson ou Class se lance en hypercar, mais pour l'instant c'est pas prévu. S'il vient au Mans, c'est peut-être pour visiter et acheter du matériel chez Class, hein, après tout. mais ça revient un tout petit peu, juste rapidement, au fait que le niveau a augmenté énormément. C'est-à-dire que on voit que certains constructeurs comme Porsche privilégient maintenant le pilotage au marketing, en fait, finalement, parce que Sébastien Vettel, on va pas se mentir, ça parle plus quand même au très grand public que celui que tu évoques qui pourrait arriver. Donc finalement, c'est plutôt bon signe aussi pour le point de vue sportif. C'est-à-dire que là, maintenant, ils viennent plus pour être pris en photo, ils viennent pour gagner les 24 heures du Mans, et ça, c'est forcément... Pas club des retraités, quoi. Exactement. Mais je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et quand tu vois le nombre de pilotes qui sont passés par la Formule 2 ou la Formule 3 récemment, je pense à Frédéric Vesti, qui est sur l'Action Express 311, il y a Filipe Drugovich, qui a été champion quand même de Formule 2, il y a Théo Pourchère. Quand tu commences à faire la liste de tous ceux qui sont passés par la F2 et qui décident de tout de suite franchir le pas pour aller en endurance, c'est plus le cas d'avant où c'était un peu ringard. Là, the place to be, c'est plutôt l'endurance que la Formule 1. En tout cas, de mon point de vue aujourd'hui, quand tu vois le nombre de constructeurs qui sont là, ça se joue. Hein. Et on est heureux d'avoir ces pilotes de grands talents qui ne sont pas sur une carrière finissante. Et ça, c'est chouette. Mais si on passe au Qatar, on débriefe ensemble cette première manche du championnat du monde. On va parler d'abord de Ferrari, sans doute obligatoirement. Ferrari, le triplé. Alors il y a les conditions de course et les circonstances de course surtout qui ont fait que Ferrari réalise ce triplé, mais n'empêche que il frappe fort d'entrée les Italiens. Guillaume, toi qui étais à Maranello il y a pas longtemps. Bah oui, Maranello c'est très bien déjà. C'est un très joli endroit. Je vous invite à visiter. J'ai pas mal discuté avec le patron de l'équipe, Antonello Coletta, qui commence maintenant à avoir un peu de bouteille dans la catégorie. Ça fait 20 ans qu'il est engagé en endurance. Et Antonello, il nous expliquait que chez Ferrari, on avait essayé d'optimiser les fonctionnements en interne, ce qui avait pu poser des soucis l'année dernière sur des courses du championnat. On pense notamment à Imola, où, alors eux expliquent ça comme une mauvaise communication. Au final, le résultat était le même. Ils ont perdu un possible triplé à Imola. Au Qatar, ils avaient fait des erreurs dans les stands. Là, je pense quand même qu'on a travaillé pour que les équipes soient un peu resserrées. Et ça se voit tout de suite. Ils ont toujours été dans les bonnes décisions. Et même quand il y a eu des petites erreurs, il y en a eu une qui est notable, c'est la numéro 51 qui prend une pénalité dans les stands. De ce que je comprends, c'est les fameux fichiers qu'ils ont envoyés. Il y en avait un qui était visiblement pas le bon, donc ils sont en retard sur le rendu des dossiers. Ils prennent une pénalité parce que ça n'a pas été bien fait. C'est la seule erreur qu'ils ont fait sur tout le meeting. Dans les 1812 km. Exactement. Ou les 10 heures de course, selon la distance ou les neutralisations. Non, ils ont vraiment été très bons. Ils se mettent en position de vouloir remporter le titre de champion du monde. Et évidemment les 24 heures du Mans s'ils peuvent, mais si l'objectif assumé c'est d'être champion du monde. Marc, tu penses que direct ils frappent fort là, ils atomisent un peu la concurrence? Oui, ils voulaient se montrer, et puis surtout ils ont évidemment fait le triplé, mais ils ont été aussi les meilleurs depuis le prologue en fait. Ils ont surclassé la concurrence depuis 2 semaines, que ce soit aux essais, au qualif, ils sont partis en pôle. Effectivement, il y a cette bourde de Cadillac, c'était le seul constructeur qui aurait pu un peu mettre un grain de sable dans ce triplé là, mais c'est complètement mérité. Ils ont travaillé, c'est ce que disait Antonello Coletta, ils ont travaillé très dur l'hiver sur ces fameuses communications, parce qu'en fait,
c'est pas un secret non plus que les équipages ne communiquaient pas tellement entre eux entre la 50 et la 51 pour plein de raisons. Je pense que ça a été partiellement remis à plat et ça paye forcément donc d'entrée. Et c'est très intéressant ce qu'a dit Miguel Molina, je crois, sur la 50. Il dit notre objectif, alors voilà, évidemment que Le Mans reste le point d'orgue de la saison et puis l'événement majeur à gagner, mais il dit notre objectif c'est de gagner le championnat. Et j'ai pas tellement le souvenir dans l'ère moderne du WEC d'avoir entendu un pilote dire on veut gagner le championnat avant de dire on veut gagner Le Mans. Alors je pense que si on le propose de championnat ou Le Mans, potentiellement je pense qu'il choisirait quand même Le Mans, mais médiatiquement etc c'est incomparable avec le reste du championnat. Mais ce championnat-là avec la concurrence qu'il y a ça va être long je pense encore, mais devient de plus en plus important pour toutes les équipes en fait, et ça c'est une super nouvelle. Ça veut dire qu'il n'y aura pas une préparation en gros de 3 manches comme on a pu le connaître pour arriver en fort moment, et puis après on prépare l'année d'après sur les manches restantes. Là ça va vraiment être un peu plus homogène je pense et j'espère. Tu as parlé des Cadillacs, on va expliquer un petit peu justement la collision, Guillaume, entre les deux voitures au début de la course. Qui est fautif? Jenson Button, clairement, il n'y a pas de doute. Jenson Button fait un break test sur son équipier sur une sortie de neutralisation. En fait l'image c'est ça, c'est qu'on voit une Cadillac en doré qui rentre dans l'autre Cadillac doré avant même de passer la ligne après une neutralisation sous safety car, la première, sachant qu'il y avait eu déjà un passif au début de la course. En fait au départ donc Earl Bamber qui était sur la numéro 38 a touché la numéro 12, c'est pour ça qu'on la voit en fait reculer au tout début de la course. Il déstabilise la voiture, donc déjà un petit problème de ce point de vue là. Les deux parce que quand même Jota c'est une écurie expérimentée qui a surtout une excellente connaissance des stratégies et je dis pas ça parce que je connais bien des ingénieurs. Non, et vraiment, ils sont très bons là-dessus. Ils se mettent tout le temps dans les bons coups. Donc, ils avaient remis les voitures devant. Et en sortie de neutralisation, les deux voitures qui se tapent avec un break test de Jenson Button, comme ça, sans prévenir, comme on peut le faire en F1. Je ne sais pas si c'était la meilleure chose à faire à ce moment-là. Oui, il s'est peut-être rappelé quelques années en arrière quand il était en Formule 1 et qu'effectivement, avant les relances, on teste un peu. Comme quoi l'expérience en fait en endurance, elle est pas forcément c'est pas forcément quelque chose de qui s'achète. Et il a encore peut-être un peu d'apprentissage à faire, Jenson, avant d'être vraiment considéré comme un pilote majeur de l'endurance. Et c'est bien dommage parce que je pense que s'il n'y avait pas podium, il y avait peut-être victoire pour l'une des deux voitures. On a déjà quand même l'une des images de la saison dès la première course. Autre image, justement, on reste là-dessus, qui a beaucoup marqué les téléspectateurs et sans doute spectateurs, c'est la portière de l'Aston Martin. Ça, c'est à ce niveau-là quand même de performance, c'est assez fou. Oui, c'est fou. Et puis lui, il n'a pas eu le temps de la refermer. Hein. C'est pas comme elles sont complètement arrachées. On aurait dû un peu un cartoon, un peu un dessin animé. Pour regarder quand on était gamin, l'image elle est assez ouf, assez impressionnante. C'est pas forcément trop grave, mais effectivement ça fait déjà 2 images fortes qui ont marqué cette épreuve au Qatar et le championnat. C'est vrai qu'on peut se demander comment à ce niveau-là ça peut arriver, mais c'est finalement, alors pas fréquent, mais les portières qui ferment mal, finalement on a parlé de Spa. Je crois que Ferrari aussi, mais même au Mans, avait eu un souci l'année passée. Où ils sont restés longtemps avec la porte ouverte. Et à un moment ça avait fait un peu débat, oui, parce que normalement c'est un élément dangereux, donc ils sont obligés de rentrer et de la fermer, mais évidemment c'est une perte de temps colossale. Il avait réussi finalement à la fermer, mais très tard. Donc juste à temps pour pas prendre la pénalité. Oui, c'est ça. Ouais. C'était just in time. Donc ça peut paraître assez improbable. Mais bon, il y a tellement de paramètres à prendre en compte sur ces voitures, sur ces courses. On n'est pas sur les charnières des voitures de nos véhicules à nous. C'est-à-dire il y a une recherche de poids. Évidemment, on met des plus petites charnières qui sont forcément peut-être un peu plus sensibles au vent, etc. Sur la BX de Guillaume, ça se ferme beaucoup plus de manière plus ça certaine. fait clong, ça c'est sûr. Ça fait clong et après t'entends toutes les vis qui tombent. Mais ça tient. Formidable. Sur l'autoroute, il n'a jamais de problème avec sa BX. De toute façon, on passe pas les 100 avec. Bon, voilà pour les 2 images fortes de la course. On parle des poursuivants de Ferrari peut-être. Dans le clan japonais, il y a de la déception. On n'a pas senti les Toyota en mesure quand même d'aller chercher les Ferrari. Dès le début du week-end, mais c'était aussi le problème qu'ils avaient eu l'année précédente. Ce tracé-là ne sied pas forcément à la Toyota. Je pense que la BOP n'était pas forcément la plus favorable non plus, mais bon, voilà. Bon. Après, ça c'est que mon point de vue, mais ils ont optimisé, ils ont fait une vraie course d'endurance, c'est-à-dire qu'ils sont partis dans les dernières places, faut pas l'oublier. Alors il y avait une voiture qui avait fait une bonne qualification en hyperpole, mais c'est surtout lié, je pense, au talent de Nick De Vries qui a été quand même très rapide, qui a toujours été très rapide dans cet exercice. Là, ils ont optimisé et petit à petit, on a vu que au jeu de la stratégie, au jeu de la régularité, ils remontaient. À un moment, ils ont même commencé un petit peu à mettre en danger Ferrari à une sortie de neutralisation, mais
la performance de la Ferrari était supérieure. Mais voilà, il marque les points qu'il fallait marquer. Et ça, c'est important dans le cadre d'un championnat du monde. Ce que Ferrari, par exemple, ne savait pas faire l'an dernier, marquer des points quand il fallait. Là, Toyota l'a fait. Probablement qu'ils seront plus rapides sur les prochaines courses. Et là, il faudra marquer les points aussi. C'est là où on verra aussi s'ils sont capables de se battre pour le titre, mais je me fais pas trop d'illusions là-dessus. Ils sont expérimentés. C'est les plus expérimentés. Et ils l'ont encore prouvé, à mon humble avis, sur cette course. L'autre bonne surprise pour moi, c'est BMW. Les deux voitures ont été fiables, elles ont été rapides. Ils ont fait quelques petites erreurs, notamment sur une relance de safety car où il y a eu une incompréhension entre le logiciel qui met en fait dans la voiture les drapeaux et de fin de neutralisation. Donc ils se sont fait avoir sur une relance. Autrement, il n'y a pas eu trop de soucis sur ces voitures. Je pense que les BM sont vraiment très rapides aujourd'hui. Marc, les Porsche par contre, bien en dessous de là où on les voyait. Oui, et puis bien en dessous de là où on les voyait et de l'année passée sur le même circuit avec la même voiture. Ils ont fait un triplé l'année dernière à l'image de Ferrari. C'était eux qui avaient pris les 3 premières places. Les 3 officiels, je crois, je suis pas sûr à 100% de ça. Non, il y avait d'abord Jota à l'époque. Jota était chez Porsche. Oui, et avant de passer chez Cadillac cette saison, c'est sûr qu'on les attendait beaucoup mieux que ça, mais dès le début, ils sentaient que ça n'allait pas le faire. Hein. Kevin Estre, le Français sur la 6 après la qualif, dit on peut même pas dire que la voiture est mauvaise, mais n'arrive pas à accrocher tout simplement le haut du classement. Alors après, à savoir que le haut du classement, quand on dit ne pas accrocher, ils sont à 5 dixièmes, enfin je veux dire, c'est hyper serré. Mais dans ce championnat-là qui est de plus en plus relevé, avec des écuries qui sont là maintenant depuis 2, 3, 4 ans d'expérience en plus dans ce championnat-là, si t'es pas au top, c'est ce qu'a dit Philippe Sino d'Alpine, on en reparlera peut-être juste après, mais si t'es pas au top, tu joues pas la gagne en fait, tout simplement. Et c'est ce qui est arrivé à Porsche. À l'image de Toyota, je suis pas particulièrement inquiet pour Porsche non plus. Faudra voir s'ils peuvent rebondir, mais il est particulier ce circuit-là aussi. Voilà, il est relativement récent. Il y avait un nouveau revêtement. Voilà, nouveau revêtement. Alors, on n'avait pas les conditions atmosphériques habituelles aussi. Voilà, c'est ça. Il faudra voir, parce que Porsche aussi prend les bonnes décisions habituellement en termes des conditions de course. Voilà, s'ils arrivent à Imola et que comme l'année passée, il y a de la pluie, du soleil, du vent, du froid, il y a un moment ou un autre, ils vont, je pense, tirer leur épingle du jeu. Donc, pas forcément inquiétant, mais à surveiller quand même après. Et puis Ferrari, ils savent aussi qu'ils vont avoir des courses où ce sera plus difficile, notamment Sao Paulo au Brésil. Il y a Fuji où ils sont pas toujours très à l'aise. Donc là-dessus, chacun aura des courses où ils seront plus à l'aise que d'autres. Il n'y a pas de conclusion définitive de cette première course. De toute façon, même jusqu'à la dernière course, je pense que ce sera très difficile de faire des vraies projections. En quelques mots, parce que le temps file, messieurs, les Français, des déceptions par rapport à ce qu'on a vu au prologue pour Alpine quand même. Moi, je serais mesuré sur Alpine. Alors, ils ont été pris dans un accrochage, mais j'ai trouvé que la voiture avait été performante de A à Z. Ils ont été un peu moins bien quand la nuit est tombée, avec les changements de température, mais n'oublions pas que c'est la deuxième année, et que, comme nous disait Frédéric Makoviecki, la deuxième année, il faut prouver. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient dans le rythme, la voiture a été fiable. Charles Minesi est pris dans un accrochage dans le trafic. C'était pas très très clair. C'était un peu compliqué aussi pour les GT de se placer. Lui aussi, c'était compliqué. Il était en bataille. Ça va être des incidents qu'on va voir tout au long de l'année, ce genre d'incidents. Moi, je les ai trouvés convaincants. Le potentiel, en tout cas, s'il fallait le démontrer, il est là. Et Peugeot, Marc ? Et Peugeot, c'est toujours problématique parce qu'on a envie de dire que c'est pas si mal parce qu'ils rentrent dans le top 10, ils marquent un point ou deux, je sais plus exactement, ils marquent des points en tout cas. Ils font 9e avec une voiture et 12 avec l'autre, mais le problème c'est que ça fait bientôt 3 ans que Peugeot est un hypercar, donc on n'a plus envie de dire c'est encourageant, quoi. C'est vrai qu'on aura envie de dire, là c'est bon, ils jouent le top 5, ils jouent en haut. Au Qatar, ils ont jamais été en mesure d'accrocher les places du haut. J'espère que ce sera le cas sur les circuits quand le championnat va revenir en Europe, notamment à Imola et à Spa. Spa, c'est un circuit où la 9X8 est censée bien se comporter parce qu'il y a des similitudes avec Le Mans pour lequel la voiture a été créée, on va pas se mentir. Mais ça fait que 3 ans au final. Tout est relatif. Hein. C'est long de développer une voiture. En plus, avec l'histoire de Peugeot, ils avaient développé une première voiture, puis une deuxième. Ils pensaient avoir plus d'informations sur celle qui avait été sans aileron. Ils n'ont pas réussi à tout transposer. Enfin, c'était ils ont dû changer leur moteur PureTech au dernier moment. Voilà. La courroie de distribution. On n'a pas envie d'être trop dur. C'est plus qu'on a envie en fait de les voir batailler et que c'est frustrant pour les fidèles du championnat, pour les supporters français, de voir que Peugeot ne parvient pas à accrocher le haut du tableau. Après, il reste encore du temps. Ils me rouler encore 2 jours, je crois, sur le circuit au Qatar pour des essais pour continuer à développer la voiture. C'est pas forcément inquiétant, mais c'est long, un petit peu plus long que les autres. Ferrari est arrivé la première année, ils sont arrivés, ils ont gagné Le Mans, ils l'ont regagné après. C'est vrai qu'on se dit mais pourquoi c'est pas aussi simple chez Peugeot ? Parce que dans la vie tout n'est pas si simple.
et que voilà, c'est beau, c'est le philosophe Marc Moreau. Là, j'ai mis les lunettes. En fait, c'est ça qui m'a. Mais non, c'est pas forcément décevant. Tu peux essayer de les mettre un peu comme ça quand même. Ah oui, ou les enlever et de les remettre aussi. J'ai vu que ça, c'est très bien. C'est bien ça. On termine sur les GT quand même, un petit mot de GT3, avec peut-être les félicitations du jury à notre Sartois, Arnold Robin. Ah bah, c'est clairement les félicitations du jury. Quand on regarde en fait son average, c'est-à-dire la moyenne de ses meilleurs tours, c'est le meilleur pilote bronze sur cette course du Qatar. Il a clairement été au-dessus en début de course. Il place Lexus en tête, devant les deux McLaren qui étaient pourtant très à l'aise puisqu'elles se battront jusqu'au bout sur le podium. La Lexus qui, il y a un an, je vous le rappelle, sortait à peine du garage. Hein, donc, elle était depuis 2014 ou 2016 la voiture. C'est une voiture 2015 qui est sortie en 2015, la Lexus. Bon, alors maintenant ils ont récupéré Ben Bernicot qui connaît par cœur cette voiture, qui court aux États-Unis avec depuis des années. Donc c'est un plus, mais c'est sûr que là, moi j'ai trouvé que la course qu'ils ont fait était vraiment cohérente. C'est de bon augure pour la suite. Je pense que Arnold il a fait plein de confiance. Meilleur point de vitesse aussi. Meilleur point de vitesse, non, il a vraiment été très bien, Arnold, et j'espère pour lui que ça va continuer parce que on sait qu'il se prépare vraiment sérieusement là-dessus. Et il y a une ambition derrière quand même. Il y a une ambition voilà. de faire marcher Lexus cette saison en attendant la future GT3. Qui doit arriver, il me semble, l'année prochaine ou l'année d'après, j'ai un doute. Je sais plus si c'est 2026 ou 2027. En tout cas, il se montre pour en être, quoi, clairement. C'est ça. Et je pense que les retours qu'on a autour de lui, c'est que c'est un pilote qui est vachement apprécié pour ses qualités. David Fleury, le patron du groupe Toyota en motorsport, ne tarit pas d'éloges sur ce qu'il fait, donc il faut qu'il continue comme ça et il va se faire un vrai nom, Arnold, autour de ça. À partir du moment où tu arrives à comme ça intégrer des équipes comme Lexus, même si pour l'instant c'est une phase de transition avant effectivement cette GT3, sans avoir un budget extraordinaire, comme ça peut être le cas d'Arnold qui a évidemment un budget mais loin de certains autres pilotes, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en termes de pilotage, qu'en termes de qualité humaine aussi qui sont évidemment primordiales en endurance quand il faut travailler en équipe comme ça, c'est plutôt très bon signe. En plus, il est super sympa, donc c'est vrai que tant qu'il peut rester. Guillaume, prépare-toi, je mets aussi la petite vidéo dans le coin. Oui, on l'avait vu, c'est vrai. Arnold Robin qu'on avait reçu. Voilà. On pense fort à lui. Voilà. Arnold, si tu nous entends. On conclut quand même sur les GT3. Il y a eu la bataille jusqu'au bout. Encore une fois, c'est une catégorie incroyable, le GT3. Ouais, c'est une catégorie incroyable. Alors, petit mot aussi. Alors, on parlait de Arnold qui a été un super pilote bronze. Je pense aussi à François Hériot, le Rennais, qui s'est offert un mano à mano avec Valentino Rossi, qui lui est dans la catégorie supérieure en termes de pilote et qui vraiment a mené la vie dure à Valentino Rossi. Je pense que quand on s'appelle François Hériot et qu'on se dit, bah tiens, moi je me suis permis d'aller tutoyer Valentino Rossi en course, ça fait plaisir quand on rentre chez soi. On peut rouler des mécaniques. Donc voilà, un petit mot sur François Hériot. Ouais, c'est une catégorie que je trouve vraiment géniale. Très serré et avec des voitures qui sont magnifiques, les Corvettes, les McLaren, les décos déjà sont superbes et ça a été disputé vraiment jusqu'à la fin. Les dernières minutes, elles étaient vraiment haletantes. D'ailleurs, la production s'est concentrée sur la fin de course du GT3. C'est souvent en fait. Oui, c'est souvent ça. C'est souvent ça, c'est de bon augure pour Le Mans et j'espère que les Mercedes vont monter. Ça a été compliqué pour les Mercedes, mais c'est normal, c'est les débuts. C'est comme pour Aston Martin. Quand on apprend à marcher, c'est difficile d'aller faire un marathon tout de suite. Bah, oh là là, lui aussi, le philosophe. J'ai pas de lunettes. Un marathon et un 10 km, non, ça va ça va. Parce que, 10 km, déjà commencer un 10 km, c'est bien. 1812, on va dire que c'était 10 km. Mais bon, il faut apprendre. Et bon, Mercedes est en train d'apprendre. Mais j'espère comment ils seront un peu plus dans la course, qu'il y aura un petit peu moins de soucis sur les voitures. D'autant qu'ils en auront 3. C'est quand même pas rien. Donc voilà. Mais c'est une catégorie que je trouve très belle et je vois très peu de voitures faibles, si on peut dire ça comme ça, dans ce championnat à l'heure actuelle. Ça aurait été Lexus en fait l'an passé finalement, et s'il remonte un peu dans le classement, effectivement il n'y en a plus quoi. Quand on... Et puis les constructeurs, c'est pas... c'est beau aussi hein, quand on voit des Ferrari, des Corvettes, des Porsche, elle est pleine aussi cette grille. Il y en a peut-être des voitures auxquelles il est plus facile de s'identifier. Toi, par exemple, on a deux. Voilà. Moi, j'ai deux Lexus, ça c'est pour le début de semaine. Voilà. Et ensuite, pour aller faire les courses, je prends ma Mercedes. Et c'est plus facile de s'identifier pour toi que clairement. l'hypercar. L'hypercar, j'ai du mal avec les créneaux. C'est un peu bas, effectivement, avec le trottoir. Et puis, alors, vu le prix des jantes. Mais oui, c'est vrai. Et ça, je pense aussi que le public aime ça. C'est des voitures qu'on a, qui sont plus facilement identifiables, en fait, tout simplement. Même si l'hypercar a fait beaucoup d'efforts là-dessus. C'est plus facile de reconnaître une Aston Martin en GT qu'une Aston Martin en hypercar quand même.
Et n'oubliez pas, quand vous verrez donc la Mercedes ou la Lexus Suite FM, de saluer Jonathan, il sera ravi de vous répondre. Surtout sur Suite, hein, la parade, oui, c'est un leasing sur plusieurs années, mais ça va, je crois que j'ai pris sur 40 ans pour la première, c'est bon. Par contre, la maison, non, je dors dedans. Non, là, j'ai tout revendu. Merci beaucoup, messieurs. Voilà, on a débriefé la liste, on a débriefé le Qatar. La prochaine étape, Imola. Imola, tout à fait, dans un mois et demi, ça va arriver vite aussi, hein, en avril, 22 avril, pendant les 24 motos. Non, 20 avril, pardon. 22 avril, c'est le mardi qui suit, mais moi, c'est ce que j'ai noté comme date de retour. On sirotera un spritz, certainement. Exactement, le lundi, pour récupérer. Ah oui, un Virgin Spritz. Hein, oui, parce qu'après, pour prendre la route, c'est plus compliqué. Oui, tout à fait. Bon, on se retrouvera, nous, pour débriefer justement Imola. Nous trois, merci de nous avoir suivis, merci de nous être fidèles, et à très vite pour de nouvelles aventures en route pour les 24 heures du Mans.